Bonjour à tous et bienvenue dans Patriotes d'Afrique. Vous le connaissez, et c'est votre émission qui revient sur les faits passés, qui nous permet bien sûr de mieux orienter notre futur. Ce numéro revient sur le parcours de Abdelaziz Bouteflika. Il a dirigé l'Algérie du 27 avril 1999 au 2 avril 2019. Celui-là même qui a passé plus d'années à la tête du pays depuis les indépendances. Ces actions à la tête du pays permettront-elles de hisser l'homme au rang de patriote d'Afrique? En tout cas, on va en parler, le verdict c'est en fin d'émission avec nos spécialistes en plateau. Ce matin, vous le savez, professeur Sidiki Traoré, il est enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizabo. Professeur, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Wessou. Professeur Boulkindi Prosper Koulidiati, enseignant-chercheur en littérature africaine à l'université Joseph Kizabo, expert en diplomatie et en relations internationales. Professeur, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Wessou. Ce matin, on parle d'Abdelaziz Bouteflika, ancien président algérien. Alors, professeur Koulidiati, dites-nous, quand on parle d'Abdelaziz Bouteflika, pour vous, qui est-il? Bouteflika, c'est vraiment l'homme politique qui a su se frayer un chemin très rapidement dans l'arène politique algérienne et qui a aussi participé donc à rehausser l'image de l'Algérie, et en même temps qu'il fut aussi un guerrier pour la lutte de l'indépendance algérienne et par la suite pour restaurer la paix après une décennie de guerre civile de 92 donc à 2002. Professeur Sidiki. Alors, pour moi, quand on parle d'Abdelaziz Bouteflika, tout de suite, je vois l'homme politique à la plus grande longévité à la tête de l'État algérien. Parce qu'il faut comprendre qu'il a été ministre dès l'indépendance de l'Algérie en 1962, ministre de la Jeunesse et des Sports d'abord, et surtout pendant de nombreuses années, ministre des Affaires étrangères, dont il a été ministre sans discontinuer de 1962 à 1978. Le plus jeune ministre du monde. Oui, le plus jeune ministre à l'époque, mais je ne parle pas de sa jeunesse, c'est de la longévité même en tant que ministre, de 1962 à 1978, ça fait 15-16 ans comme ministre, sans discontinuer. Et surtout président, donc de 1999 à 2019, c'est-à-dire pendant 20 ans. Alors, 20 ans plus 16 ans à la tête de l'État ou occupant une fonction stratégique comme celle de ministre des Affaires étrangères dans la vie d'un homme. Alors ça fait une longévité politique, en tout cas qu'il faut relever, et qui me paraît la principale caractéristique de cet homme politique algérien qu'est Abdelaziz Bouteflika. Alors, je reste avec vous. Abdelaziz Bouteflika, il était au Maroc, si on ne se trompe, oui, quand le FLN avait lancé l'enrôlement des étudiants pour intégrer l'armée du FLN. Lui aussi, il s'est fait enrôler. Quel était son rôle au sein de cette armée-là? Eh bien, Abdelaziz Bouteflika était donc au Maroc. Et donc, Abdelaziz Bouteflika, il a fait une partie de sa jeune enfance au Maroc parce qu'il vivait là-bas avec ses parents. Et quand la guerre de libération va éclater, alors les autorités donc, du FLN vont appeler la jeunesse à prendre le maquis, à prendre les armes aux côtés des combattants de la libération. Et donc, Abdelaziz Bouteflika donc, va rejoindre les rangs des combattants, mais à l'extérieur. Et lui, il est dans ce qu'on a appelé l'armée des frontières. L'armée des frontières, c'est-à-dire les combattants qui vivent dans les pays voisins de l'Algérie, mais qui soutiennent la lutte armée des Algériens pour recouvrer leur indépendance. Ces combattants qui devaient donc avoir une base arrière, par exemple chez leurs voisins au Maroc, dans le cas d'Abdelaziz Bouteflika, et qui devaient intervenir de façon sporadique pour mener des attaques contre les troupes françaises donc, qui occupaient leur pays. Donc voilà dans quelle situation était Abdelaziz Bouteflika. Mais ce qui est important, il va se mettre entièrement, voilà, il va se montrer entièrement dévoué à l'un des fondateurs du FLN, un grand chef militaire donc de l'époque, Ouari Boumedienne,
Et donc, et plus ce monsieur-là va monter, on imagine tout de suite qu'Abdelaziz Bouteflika, qui était l'un de ses hommes, sinon son principal homme de confiance, pour avoir collaboré avec lui depuis son jeune engagement dans l'armée de libération nationale au Maroc. Donc, il va profiter donc de cette proximité avec le colonel Boumedienne pour gravir rapidement les échelons au sein de l'appareil de l'État algérien. Alors, professeur Koulidiati, quand on regarde Abdelaziz Bouteflika, professeur Sidiki le disait, l'homme qui a plus duré dans l'appareil de l'État, n'y a-t-il pas meilleur que lui en Algérie pour pouvoir diriger, pour occuper ses fonctions politiques? Je pense plutôt que c'est le dévouement de l'homme à la cause nationale qui lui a valu cette longévité politique en Algérie. Il a grandi sous l'ombre de Boumedienne, qui est un grand homme d'État algérien. Je crois qu'il faudra peut-être ajouter que, en plus d'avoir été aux frontières algério-marocaines, il a aussi entre-temps muté vers les frontières du Mali, où il continuait donc de galvaniser les troupes pour la cause d'indépendance. Et donc, tout de suite, effectivement, il s'est fait remarquer par sa bravoure, son engagement sans faille pour la cause nationale. C'est ça qui lui a valu tout ça. Je n'ai pas dit on ne peut pas dire qu'il n'y a pas mieux que lui. Mais en tout cas, c'est l'homme même qui s'est fait remarquer par son engagement. Dans un pays en guerre d'indépendance, je crois que les valeurs de l'homme se mesurent à travers l'engagement qu'il prend pour sa nation. C'est ça qui l'a propulsé pourtant et qui lui a valu donc d'être un homme politique militaire de référence. Alors, homme politique... Et je vais juste appuyer quelque chose qu'il dit là. Quand il parle de son dévouement là, à la cause de son pays, c'est important de le souligner. Il aurait aussi, par facilité, par opportunisme, choisi, étant au Maroc là, de basculer du camp d'un Français, être un pied noir ou un harki, voilà, pour profiter donc du bonheur voilà, de l'instant, au lieu de se consacrer donc à la défense de son pays. Et je pense que la nation algérienne va le lui reconnaître, comme d'ailleurs la nation algérienne sera très reconnaissante à tous ceux, dès les premières heures, ne sont pas allés par 4 chemins pour s'engager véritablement comme combattants et entièrement à la cause donc de leur pays qu'est l'Algérie. Il faut aussi reconnaître qu'il est allé dans les hameaux pour pouvoir convaincre aussi plusieurs militants d'adhérer à la cause. Non, c'est important. Quand il y a une crise, c'est vrai, il n'aurait pas été Abdelaziz Bouteflika s'il n'était pas né pendant la crise. Ce sont les crises qui font les grands hommes. Une crise éclate, tu choisis ton camp, tu te mets aux côtés de la masse. Des gens opprimés, il faut être sûr que quand une éclaircie se présentera, ben toi tu seras le héros. Bon, quoi qu'on te reproche. Je pense que ça c'est important à souligner aujourd'hui, que tout le monde doit comprendre ça. Lui il était étudiant, mais on n'a pas dit que l'appel n'a pas suffi à convaincre tous les étudiants de rejoindre le maquis, de se mobiliser comme combattants aux côtés donc du FLN. Il y a des étudiants qui ne se sont jamais mobilisés, d'autres ont plutôt préféré rejoindre les troupes coloniales françaises et donc ils connaissent aujourd'hui le sort qui est le leur. Hein. Voilà, c'est cet aspect-là que je voulais souligner en appui à ce qu'il dit. Koulidiati, alors, il a été ministre de la Jeunesse, ministre des Affaires étrangères, le plus jeune d'ailleurs, je le soulignais, au monde en son temps, ministre des Affaires étrangères à l'âge de 25 ans. Est-ce qu'il a pu gérer convenablement ce portefeuille ministériel-là? Abdelaziz Bouteflika a rehaussé l'image de l'Algérie dans le monde et qu'il se souvienne qu'il a été même coopté à la 21e session des Nations Unies pour présider cette instance internationale. C'est déjà quelqu'un qui, au nom de l'Algérie, s'est mouillé le maillot pour que le pays soit reconnu dans les instances internationales. Et ce pays qui a été nouvellement indépendant et qui voulait se frayer un chemin sur l'échiquier mondial, Bouteflika a tout fait pour rehausser son image. Et je crois que l'histoire le retiendra. Et comme l'a dit le professeur Sidiki, Bouteflika a été forgé
par la guerre et la crise. On dit d'ailleurs que les grandes tragédies révèlent les grands hommes, mais c'est les imbéciles qui les occasionnent. Donc Bouteflika est cet homme qui a travaillé en tant que ministre des Affaires étrangères, jeune ministre des Affaires étrangères, à propulser l'image de l'Algérie, qui était complètement ruinée par la guerre, par la guerre de l'indépendance d'ailleurs. Et donc, c'est un homme d'État, on aura l'occasion d'y revenir, mais vraiment, c'est un homme politique de qualité que l'Algérie a connu. Alors, pour être très précis sur ce qu'il dit, alors, juste quelques faits. Vous savez, à la fin de la guerre du Vietnam, il y avait toujours des prisonniers de part et d'autre des États-Unis et du Vietnam. Mais l'Algérie, c'est quand Abdelaziz Bouteflika était ministre des Affaires étrangères qu'il y a eu des négociations et c'est l'Algérie qui a mené les négociations entre les États-Unis et le Vietnam, négociations qui ont abouti à l'échange des derniers prisonniers entre les États-Unis et le Vietnam. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la carrière d'un diplomate. Et il faut rappeler aussi que en 1974, le point d'orgue vraiment de sa réussite en tant que ministre des Affaires étrangères, qui était donc de présider la 29e session de l'Assemblée générale des Nations unies, il a réussi à refuser, à interdire à l'Afrique du Sud, ségrégationniste, donc de siéger à l'Assemblée générale des Nations unies en raison de l'apartheid qui était imposé en Afrique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître et sur laquelle il faut beaucoup insister. Voilà, et on n'oubliera pas aussi, l'invitation, son tour de passe d'avoir réussi à faire représenter, comment dirais la Palestine. Yasser Arafat était à cette session générale de l'Assemblée générale de l'ONU. Et là, voilà quelques hauts faits, en tout cas de la diplomatie. Et donc, il ne faut pas regarder qu'il est arrivé jeune. Je pense que c'est là-bas qu'il a fait ses preuves. Ça, voilà. Alors, il faudra aussi ajouter que Bouteflika a réussi, après la guerre, d'ailleurs, la guerre d'indépendance, en tant que ministre des Affaires étrangères, à ouvrir la porte des Algériens pour l'émigration en France. Et c'était aussi un grand exploit de l'homme, étant donné que le torchon brûlait encore entre Alger et Paris. Il a réussi en tout cas à rétablir les relations diplomatiques et à faciliter donc les échanges entre les deux pays et rétablir donc l'émigration entre Paris et Alger. C'est aussi un haut fait, s'il faut souligner. Professeur Sidiki, 2 ans après avoir occupé le portefeuille de ministre des Affaires étrangères, en 1965, Ahmed Ben Bella le limoge. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement entre les deux hommes qui a valu son limogeage? Non, en réalité, après la guerre de libération, les fondateurs du FLN, en réalité, il y avait des clans. Voilà. Donc, il y avait le clan dit donc d'Oujda. Donc, Oujda, c'est la ville où a vécu Abdelaziz Bouteflika au Maroc. Et dont le chef de proue, c'était Ouari Boumedienne. À un moment donné, Ben Bella, le premier président donc, de l'Algérie, a constaté que le clan de Ouari Boumedienne était en train de gagner en galon, de devenir très influente, et il a commencé donc des manœuvres pour essayer de l'affaiblir en procédant à des limogeages de proches de Ouari Boumedienne. Et le limogeage d'Abdelaziz Bouteflika va intervenir justement dans ces contextes-là parce que Bouteflika était considéré comme très proche donc de Boumedienne. Et c'est ce qui va occasionner justement la prompte réaction de ce clan qui va perpétrer le coup d'État et renverser Ben Bella. Mais officiellement, on reconnaissait déjà que Ben Bella était très autoritaire, autocratique. Alors, les gens ne comprenaient pas qu'ils aient mené la guerre de libération ensemble et que donc, par consensus, il occupe la tête de l'Algérie et que finalement, il veut se mettre de côté, à affaiblir les autres caciques. Bon, voilà comment ça s'est passé. Voilà. Il faudra préciser aussi que c'était un fait. Le fait que la région de Bouteflika et de Ouari Boumedienne avait plus sécrété d'hommes politiques qui occupaient l'appareil d'État. Mais en fait, c'est une constatation. Lorsqu'il éclate une guerre,
ceux qui se sont montrés plus bravos, plus engagés, et s'ils sont nombreux, c'est naturel qu'ils occupent donc les chaînes de l'appareil de l'État. Et même Bouteflika, il lui sera reproché plus tard aussi d'avoir choisi, d'avoir fait occuper de hautes fonctions de l'État algérien par les gens de sa région. Mais je pense que lorsqu'il éclate une guerre, il faut regarder la plupart du temps qui sont ceux-là qui se sont hissés, qui ont mouillé le maillot pour libérer. Et au lieu d'aller dans des considérations un peu régionalistes, non. Je crois qu'on a fait un mauvais procès à Bouhari Boumedienne et à Bouteflika en le limosant. Mais l'histoire lui donnera raison plus tard parce que le coup d'État sera une réussite totale. Oui. Et les choses vont se remettre en place. Alors, parlant de coup d'État, bien sûr, après le coup d'État de 65, en juin, si je ne me trompe, Bouteflika est revenu aux affaires avec Boumedienne à la tête, mais en 78, Boumedienne décède. Et maintenant, je pense qu'il y a eu des élections et il y a Chadi Ben Djedid qui est revenu. Et c'est là que va commencer la traversée du désert d'Abdelaziz Bouteflika, professeur Koulidiati. Oui. Effectivement, il y a eu une traversée de désert. Je crois qu'il a duré de 81 à 87, si je ne m'abuse. En tout cas, quelques années, où l'homme a été accusé de malversation financière. On ne sait pas si c'est vérifié ou pas, mais dans tous les cas, la Cour des comptes algérienne l'avait épinglé pour des détournements de près de 60 millions, je crois, de francs détournés par Bouteflika, qu'il aurait détourné des caisses donc des chancelleries. Et donc, c'est une accusation qui lui a valu l'exil en Suisse et en Arabie, aux Émirats Arabes Unis. Ça a été la tâche d'ombre de l'homme. Et je crois que tout homme politique a cette part d'obscurité dans sa vie. Et ça fait partie donc du parcours des hommes, des grands hommes. Et donc, effectivement, ça a été une traversée de désert, mais après, il a été réhabilité. Et naturellement, quand il est retourné en 87, on l'a intégré et le FLN même l'a honoré, l'a gratifié du titre donc qu'on l'avait déchu, après l'avoir épinglé dans le cadre donc des détournements financiers. Professeur Sidiki, vous pensez également que c'est un parcours d'homme politique qu'il faudra forcément subir à un moment donné? Bon, moi je voudrais être plus nuancé sur cette question. Okay. L'Algérie, en réalité, le problème de tous les régimes qui sont issus de guerres de libération, là, où il y a le culte dans des combattants dans de la libération nationale, souvent ça se termine par la corruption. Et il faut comprendre que Abdelaziz Bouteflika a pu rebondir parce qu'il était l'homme en fait qui arrangeait tout le monde. L'Algérie, comme disent là, n'a jamais voulu de quelqu'un qui veut diriger le pays de façon vraiment non, pas autoritaire, vraiment de façon en combattant véritablement la corruption. Celui qui l'a essayé, Mohamed Boudiaf, il a été assassiné en 1992. Hein. C'est l'homme qui est venu, qui voulait mettre fin à la corruption qui gangrénait donc l'Algérie, et corruption dont était bénéficiaire et qui était entretenue par les anciens combattants de la guerre de libération. Et quand lui il est arrivé, d'abord qu'est-ce qu'il a relancé? C'est en tentant de démocratiser le pays, le multipartisme qui va porter au pouvoir, en tout cas qui va aboutir à des élections, en fait que va remporter le Front islamique du salut en 1981 par là. Et quand cela est arrivé, les anciens combattants de la guerre de libération, les Occidentaux avec qui déjà l'Algérie avait renoué des contacts, et donc les intellectuels, l'élite, les Algériens de la diaspora, personne ne voulait du fils à la tête de l'Algérie. On ne voulait pas d'un régime islamiste comme en Iran, quelque chose comme ça. Et donc les masses, les pauvres qui avaient massivement voté pour le fils, c'est eux seuls qui pouvaient soutenir tel gouvernement. Donc, alors, il fallait donc écarter, comment dirait le fils, qui a remporté les élections. Près de 80% des sièges aux élections législatives, il fallait dissoudre l'Assemblée parce qu'on ne voulait pas d'eux. Et à partir de ce moment, donc, que le fils a été dissous,
Abdelaziz Bouteflika était considéré comme l'homme qui pouvait venir là avec, qui pouvait donner, comment dirais-je, passer un blanc-seing sur tous ces aspects. Et c'est à partir du moment où on a commencé à appeler tout le monde à venir. Et donc, quand lui, il va arriver là, donc c'était déjà, on était déjà vers la fin de l'insurrection islamiste. Donc, lui, il va venir avec un concept, la loi donc, de la concorde nationale, civile, quelque chose comme ça, où en fait c'est une amnistie générale à la fois pour l'armée nationale régulière algérienne qui avait commis des exactions en emprisonnant, en torturant, en massacrant les dirigeants et les militants du fils de GIA, et une amnistie aussi envers les militants du GIA donc, et de l'armée islamique du salut. Une amnistie aussi pour tous ceux qui étaient impliqués dans des scandales de corruption qui n'avaient rien à voir avec la décennie noire. Voilà, c'est comme ça. Et la pression qui a été exercée sur Chadli Benjedid là, pour démissionner là, en réalité, c'est l'armée qui a dit non, non, non. Tel que ça se fait là, lui, toi, tu ne nous arranges pas. Voilà. Donc, c'est l'armée qui, en réalité, a toujours décidé qui va être président. Si tu arrives, que ce soit militaire ou civil, et tu veux redresser, tu veux combattre la corruption, alors là, tu vas te heurter à ça. Et c'est comme ça que lui, il va être mis de côté. Abdelaziz Bouteflika va arriver, et donc, en tant qu'indépendant, oui, il va remporter les élections à 74%. D'abord, en 94, oui, on lui avait proposé d'être candidat. Il a refusé. Il a refusé. Et en 99, il revient en tant que candidat il y a parmi les candidats à l'élection, donc il y a 7 qui vont, tout le monde va démissionner. Tout le monde va dire non, je ne suis plus partant à cause des conditions d'organisation. Alors, il se désiste. Et à la surprise générale, le jour de l'élection, c'est Abdelaziz Bouteflika, celui qui est là. On voit qu'il y a toujours les noms de 7 candidats démissionnaires. Donc, il l'emporte comme ça. Et n'oublions pas que les élections qui avaient été organisées en 91, là, le Front de Libération Nationale, le premier parti, le parti indépendantiste qui a conduit la guerre de libération et qui a pris le pouvoir là, est arrivé 3e avec environ 4-5% des voix. En 1994. Et le deuxième parti, le Front des Forces Sociales, oui, ça c'est un nouveau parti et le fils est arrivé largement. Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu un désaveu en fait des caciques de la guerre de libération. Quand Abdelaziz Bouteflika va arriver, tout le monde voit, ah, c'est l'homme qui a des ramifications un peu partout. Il a longtemps vécu en Suisse, en Occident. Donc, il s'entend avec tout le monde. Parce que, vous allez remarquer une chose. Oui. La guerre de libération algérienne là, avait été soutenue. C'est l'Union soviétique qui a essentiellement armé, en fait, l'armée de libération nationale algérienne et qui a permis donc aux Algériens de gagner cette guerre contre les Français. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, la première visite officielle du premier président d'Algérie, là, c'était pas en Union soviétique, non. C'était aux États-Unis. Ça montre un peu donc les relations. Ça déjà, ça jouait en sa défaveur. Ça déjà, oui. Et l'Algérie va se décrocher de l'Union soviétique et de l'économie socialiste pour plutôt se mettre dans une sorte de mouvement, dans le mouvement des non-alliés qui arrangeait de fait les Occidentaux. Et là, Abdelaziz Bouteflika, c'est l'homme prototypique qui, en fait, à lui seul synthétise les relations, en fait, sulfureuses, un peu complexes entre les dirigeants de l'Algérie moderne et puis les Occidentaux. Alors, à toute apparence, on donne l'impression d'être souverainiste ferme, mais c'est, en fait, on fait les intérêts des Occidentaux. Et actuellement, avec l'actualité, vous voyez, qu'est-ce qui a fait que l'Algérie n'a pas adhéré au BRICS? C'est le veto de la Russie. Quand la crise a commencé, les Occidentaux qui ont imposé des sanctions, ils ont vu que le gaz là est devenu cher et ils ne pouvaient plus avoir le gaz russe d'un bon marché. Ils se sont tournés vers les Émirats arabes unis et l'Algérie pour que ces deux pays augmentent leur production de gaz. Les Émirats arabes unis, qui savaient que s'ils augmentaient leur production, ils allaient dans la disgrâce de Moscou, ont dit non, qu'ils étaient déjà au sommet de leur capacité, ils ont refusé. L'Algérie a consenti, après une visite d'Anthony Blinken et d'Emmanuel Macron en Algérie, d'augmenter sa part de gaz, et c'est ce qui a fait que la Russie a mis son veto pour dire non, vous n'allez pas adhérer dans le BRICS.
Alors, Voilà. parlons maintenant de Bouteflika en tant que Oui. président. Oui. 1999 déjà, il est candidat indépendant. Malgré la proposition de son parti, Oui. il refuse, il devient candidat, il a remporté, vous l'avez dit, Oui. à plus de 99%. Non, Pardon, 74. 74, 73,8% Voilà. pour être plus C'est précis. ça. Alors, il accède au pouvoir d'État. Comment a été sa gestion politique, professeur Koulidiati? Il a été l'homme qui aura le plus duré au pouvoir dans l'arène politique algérienne. Sa gestion a été, puisqu'il est arrivé en pleine guerre, presque en pleine guerre civile, hein, disons, sa gestion a été d'abord de restaurer la paix en Algérie en votant la loi de la Concorde nationale. C'est cette loi qui va accorder une certaine forme d'amnistie de part et d'autre. De part du côté des islamistes combattants, Oui. et du côté donc des forces armées nationales. Et même Bouteflika va réussir à accorder des indemnités à presque toutes les victimes de la guerre, de part et d'autre, du côté des islamistes comme du côté des Algériens libres qui ont combattu les islamistes. Donc, il a été ces amnisties et lois ont été contestées, certes, mais le Bouteflika a tenu bon, et c'est ça qui, à mon avis, a recollé les morceaux du tissu social algérien qui a été fortement dégradé. Donc, la première action qu'il a réussi à mener, c'est de réussir à faire voter à l'Assemblée nationale la loi de la Concorde nationale. Et je crois que l'Algérie doit à sa réunification, à sa paix sociale, même si on se rend compte après que c'était un peu contesté, à Bouteflika et à cette batterie de mesures qu'il a fait voter, batterie de lois qu'il a fait voter pour que l'Algérie retrouve sa paix. Et ça veut dire que sa politique, quand il est arrivé au pouvoir, c'était de faire en sorte que toutes les couches, toutes les composantes sociales de l'Algérie puissent avoir son mot à dire sur la gestion de la politique. C'était aussi d'essayer de penser les blessures de guerre. Et il a réussi tant bien que mal à le faire, et c'est vraiment à son actif et il faut le lui reconnaître. Et parlons de sa gestion économique. Hein, durant ses 19 ans et presque 20 ans à la tête du pouvoir en Algérie. Sa gestion économique. Sa gestion économique a été, à mon avis, quoique sa gestion a été émaillée de corruption. Le collègue l'a dit tout à l'heure. J'ai l'impression qu'en Algérie, ce n'est pas... ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, la corruption, en fait. Voyez-vous. Mais je dirais quoi? Il a relancé, en quelque sorte, l'économie algérienne. Parce que pour avoir réussi la Concorde nationale, ça a aussi été une autre façon de montrer que sa gestion économique a été au beau fixe et que, en tout cas, il y avait très peu à redire là-dessus. Professeur Explique. Bon, je pense que on a dit, le collègue a apporté suffisamment d'éléments là-dessus. Oui. Peut-être il faudrait insister sur la familialisation, la clanisation du pouvoir sous Bouteflika. Ce qui, oui, mais avant même sa tentative de s'accrocher au pouvoir malgré sa maladie, mais ses frères étaient tellement impliqués dans les affaires. Exactement. Et son frère Saïd Bouteflika, les scandales là, ça avait été documenté et il avait été question de les juger. Ils avaient été arrêtés, interpellés, mais finalement, le procès, ils vont être acquittés parce que les Algériens ont vécu cela comme si, voilà, on devait juste régler ses comptes avec les proches donc, de l'ancien président qui était certes corrompu, mais qui n'était pas seulement les seuls corrompus. Donc, le nouveau président qui est arrivé, donc lui s'est dit, bon, écoutez, on voudrait bien sanctionner des corrompus, mais il faut que ce soit tous les corrompus. Et donc, c'est ce qui a permis à tous ces gens qui avaient été mis en cause, avec à leur tête Saïd Bouteflika, le frère cadet du président là, d'être acquitté, de ne plus être inquiété. Sinon, bon, c'est une règle qui est connue en Algérie, les gens, et l'appareil de l'État, c'est comme ça. Peut-être la chose qu'il faut relever, mais d'un point de vue algérien, ce n'est pas vécu comme étant un problème.
c'est souvent le traitement sans ménagement donc des réfugiés économiques noirs africains, souvent leur expulsion même manu militari vers leur pays. Bon, ça a commencé, hein, c'est sous Abdelaziz Bouteflika que ça a commencé, hein. Voilà, donc en 1900, oui, donc quand on a commencé. Jusqu'à présent, ça continue. Ça continue. Voilà, et c'est lui qui était ministre des Affaires étrangères. C'est généralement les expulsions du ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur qui les organise. Sans oublier aussi que, bon, les tentatives de manipulation, voilà, de certains groupes Touareg, voilà, et pour souvent influencer, peser sur la politique intérieure donc, du pays du Sud. Dans du pays notamment donc le Mali, le Niger, oui. Ça aussi sont des choses là qu'il faut relever donc à l'actif d'Abdelaziz Bouteflika. Maintenant, la question du Sahara occidental marocain, ça c'est de longue date pour tout, quelle que soit la qualité ou la réalité des relations entre l'Algérie et le Maroc, ça c'est un point non négociable pour tout président algérien. Pour eux, le Sahara occidental, c'est un État qu'ils considèrent comme indépendant. Et d'où les Marocains devraient quitter sans aucun problème. L'autre aspect de la chose, c'est que, en dépit des apparences, c'est que l'Algérie est sous Bouteflika et même encore aujourd'hui est souvent perçue comme voilà, une caisse de résonance de la politique occidentale aujourd'hui donc en Afrique du Nord. Et bon, souvent, on se souvient, hein, les accords d'Alger pour ce qui est de la crise au Mali. Oui. Voilà, c'est tardivement que les Maliens ont découvert qu'en réalité, c'était un coup fourré qui allait progressivement aller vers une forme d'autonomie à accorder au territoire de l'extrême nord malien, donc la région de Kidal, et peut-être après l'autonomie là, pourquoi pas l'indépendance? Bon, voilà, ce sont autant de choses aussi. Alors, cela me mène à poser la question. La relation de Bouteflika avec ses voisins, est-ce que c'était au beau-fils? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Avec le Maroc, pas du tout. Pas du tout. Avec le Maroc, alors là, pas du tout. Le Niger, pas du tout. Et c'est avec... mais au début, quand le Maroc puisque le Maroc est devenu indépendant avant l'Algérie, donc, et tant que c'était une base arrière, il n'y avait pas de souci. Et donc, après, mais les Algériens ont toujours considéré qu'il n'est pas question que lorsque les Espagnols vont évacuer le Sahara occidental, que le Maroc vienne s'en approprier pour dire que le Sahara fait désormais partie intégrante de son territoire. Voici l'argument principal qu'ils ont. Maintenant, envers la Tunisie, bon, il n'avait pas de problème parce qu'au départ aussi, comme il s'appelle, l'ancien président là, Ben Ali, oui, lui, au départ, c'était comme un révolutionnaire. Et je pense qu'avec les autres pays du monde arabe, notamment l'Algérie, l'Irak, la Libye, c'est la politique de nationalisation du secteur des hydrocarbures en Algérie qui va inspirer donc Saddam Hussein et Kadhafi à nationaliser à leur tour leur secteur des hydrocarbures parce qu'ils ont vu les résultats en Algérie qui ont permis de générer des ressources importantes pour l'État algérien. Et peut-être aussi un autre détail pour nous qui sommes enseignants d'université. Bon, oui, il faut le dire, hein, il y a toujours jusqu'à aujourd'hui les bourses donc algériennes que l'Algérie a souvent accordées dans des pays qu'ils considèrent aussi comme se battant d'une certaine manière pour accéder à une certaine autonomie. Et puis bon, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui a été initié depuis l'époque où Bouteflika était ministre des Affaires étrangères. Professeur Kouliati, la relation de l'Algérie avec ses voisins, on a parlé de la Tunisie, pardon, le Maroc, le Niger, le Mali. Je crois que l'Algérie indépendante, l'Algérie actuelle, n'a pas fait mieux que de refuser de retourner l'ascenseur au Mali. Parce que la guerre d'indépendance algérienne, l'indépendance même algérienne a été rendue possible en grande partie grâce au Mali, et qui a pris à Modibo Keïta qui a pris fait et cause pour l'Algérie.
en octroyant une partie. La partie actuelle qui est occupée par les rebelles a été occupée aussi par les militants du FLN en son temps, qui se battaient pour l'indépendance algérienne. Je crois que c'est vrai, dans les relations internationales, il faut vraiment faire attention. C'est les intérêts qui guident les pas. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de sentiment. Et je crois que l'Algérie a compris aujourd'hui que, c'est en déstabilisant le Mali qu'elle trouvera son compte. Mais ça sera vraiment de l'ingratitude, je dirais. C'est comme si c'était une zone d'ombre qui vient tacher la relation blanche qui a toujours existé entre Bamako et Alger. Et je crois que l'Algérie devait revisiter l'histoire. Quoique on dise que les relations internationales sont guidées exclusivement par les intérêts. Et je vais peut-être revenir là-dessus avec insistance. Je crois que l'Algérie, entre l'Algérie et les Occidentaux, je t'aime moi non plus. La seule chose que l'Algérie a réussi à faire, et qui lui a valu d'être respecté sur l'échiquier international, c'est de s'être battu jusqu'à se libérer en s'armant contre le colonialiste français. Mais après ça, on a vu que la France, c'est ça, les impérialistes, c'est ça. Lorsque vous vous battez pour vous libérer, après vous négociez les choses d'égal à égal. Mais aujourd'hui, les relations entre Paris et Alger, les relations entre les Occidentaux et puis l'Algérie, ce sont des relations fondées sur le respect mutuel. Il n'y a plus de condescendance possible. Et juste parce que l'Algérie s'est battue aujourd'hui, et depuis c'est des indépendances de façon armée, pour se libérer, avec courage et abnégation. C'est ça qui lui a valu aujourd'hui d'avoir des relations plutôt normales, d'égales, fondées sur l'équité entre les Occidentaux et l'Algérie. Et c'est ce qui permet aussi aux Occidentaux d'amadouer un peu l'Algérie, qui se croit avoir le ventre en poupe, au point même de se mettre à vouloir, à se mettre aux côtés des rebelles pour pouvoir déstabiliser le Mali au profit des Occidentaux. Ça, c'est vraiment malheureux. Et l'Algérie devrait jouer ce rôle, puisque bon, dans le contexte actuel, je crois que l'Algérie devait être prise comme une référence, surtout pour les pays du Sahel qui se battent pour leur indépendance. Nous avons connu les mêmes histoires. Nous avons été colonisés par le même colonisateur. Nous avons connu la guerre islamiste. Et on pouvait s'inspirer, ce pays pouvait jouer son rôle de leadership, même pour la libération. Surtout quand il se rappelle de l'histoire. Justement, le rôle joué par le rôle Mali. joué par le Mali, le Niger, dans le temps, pour sa libération. Elle devait jouer plutôt le rôle de leader. Et on lui serait très, très reconnaissant, disons. Et je crois même que l'Algérie a plus d'avenir à être avec les États du Sahel, plutôt qu'à s'acoquiner avec les impérialistes qui lui ont rendu les tâches plutôt compliquées aussi dans le temps. Voyez-vous. Alors, Abdelaziz Bouteflika, puisque c'est de lui qu'on parle, dans les années 2000, il sera affaibli par la maladie. En 2019, il voulait même se représenter, mais il était obligé de démissionner. A-t-il été contraint à la démission, professeur Sculiati? Je pense que ça fait partie aussi des tâches d'ombre qu'il faut mettre à l'actif ou au passif donc, de la gestion du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Le fait de se sentir affaibli, de vouloir s'accrocher coûte que coûte, jusqu'à, on le voyait sur des fauteuils roulants, très affaibli, peut-être tout à fait grabataire, et qui s'accrochait coûte que coûte au fauteuil présidentiel. Et ça a été vraiment quelque chose qui manquait d'élégance dans le parcours politique d'Abdelaziz Bouteflika. Mais l'homme avait ses raisons. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Algérie aussi, c'est ça. Il y a plusieurs facteurs. Il y a la reconnaissance des caciques du FLN, avec tous ceux qui ont vraiment pris les armes pour libérer l'Algérie. Ils ont été en quelque sorte aménagés par les Algériens. Ça, c'est la première donne. Et il y a aussi son clan qui se mettait toujours autour de lui pour lui dire toujours de continuer. Son clan, y compris les caciques du FLN, qui continuaient de le soutenir pour qu'il reste au pouvoir.
Et sans compter sa famille. Ça aussi, c'est un aspect clé qu'il va falloir aussi retenir. Oui. Voilà, le fait d'être toujours poussé pour dire il faut continuer, alors que quand on se sent faible, il faut laisser les choses. Voyez-vous, c'est cela aussi. Il faut savoir faire la part des choses entre la famille politique et la personnalité individuelle. À un moment donné, il faut savoir dire non à la famille politique. Parce que c'est toujours eux, c'est toujours elles qui poussent les hommes, y compris la famille nucléaire, qui poussent les hommes à vouloir s'accrocher. Et je rappelle au passage que Bouteflika a mené à une politique un peu, j'allais dire, une politique bananière. Et c'était vraiment, on lui a fait les reproches d'avoir renfloué les postes politiques avec les gens qui sont de sa région. Et donc, il va de soi que ce type, même s'il est affaibli, qu'il soit encore appelé à continuer. Et c'est toujours comme ça en Afrique et dans toutes les républiques bananières. C'est la famille politique, c'est la famille nucléaire qui pousse l'homme jusqu'a la bêtise politique. Il va falloir faire attention. Il va falloir faire très attention. Professeur Sidiki, il était obligé de démissionner pour laisser le 5e mandat, sinon à la fin de son 4e mandat, on lui a dit, bon, tu peux te représenter. Est-ce qu'il a été contraint Mais attendez, c'est la rue qui a mené le combat, c'est la rue qui a dégagé Bouteflika, il faut le savoir. La fin du mandat de Bouteflika, la fin de l'histoire de Bouteflika, c'est joué dans la rue. Il y a eu des mobilisations monstres, il ne faut pas l'oublier. Hein, où les gens ont dit, ah non, on ne veut pas de cette humiliation. Un président paralysé, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas se tenir sur pied tout le temps, tu dois te déplacer dans un fauteuil roulant. Visiblement, tu es affaibli, tu es devenu un grabataire. On sent la maladie sur ta figure. Tu es affaibli et tu veux encore être candidat pour un 5e mandat. Et c'est là qu'apparaît toute la question de la manipulation dont sont victimes certains chefs d'État. Et donc Abdelaziz Bouteflika a en quelque sorte été pris dans un piège par les fondateurs du FLN, qui voyaient que c'est le monsieur là qui pouvait leur permettre de toujours tenir les rênes du pays. Et ça nous rappelle même les conditions de son ascension. C'est un général Liamine Zeroual qui avait écarté quelqu'un, et qui va organiser des élections avec ce qu'on sait des candidats qui vont se désisser, et Bouteflika se retrouvant seul candidat qui va être élu en tant qu'indépendant avec 3/4 des voix, 74% et tout. Donc, en réalité, c'est ça. Et lui-même, je suis convaincu qu'en toute franchise, il n'aurait pas voulu. Mais il y a des chefs d'État, quitter le pouvoir là, eux-mêmes, ils n'y perdent pas grand-chose. Qu'est-ce qu'un Bouteflika paralysé, affaibli par la maladie, gagnerait? Et qu'est-ce qu'il risquait en quittant le pouvoir? Rien. Si on le mettait en prison, il ne pouvait pas vivre. Déjà, il est handicapé. Ça veut dire que c'est la pression de l'extérieur. S'il quittait le pouvoir, c'est tout un clan qui s'effondrait et les caciques du FLN n'étaient plus sûrs de tenir les rênes du pays. La preuve, c'est que son successeur, quand il est arrivé, tous ceux qui avaient été soupçonnés d'être mêlés dans des scandales de corruption, d'avoir poussé Bouteflika à cette forfaiture-là, dès les premiers instants, on avait pensé à les juger, ils ont été interpellés, placés en détention. Le procès a eu lieu et à la grande surprise générale, tout le monde a été acquitté. Voilà, donc je pense, et ça a été vraiment le gros problème, la grande tache noire du règne de Bouteflika. Vers tout cela, connaître la gloire, être apprécié comme un excellent ministre des Affaires étrangères, un président de consensus, et à la fin, s'accrocher malgré l'âge, malgré la maladie, malgré sa paralysie, s'accrocher au pouvoir au point que ce sont des Algériens anonymes qui sont en main pour dire non, nous ne voulons pas de cette humiliation, nous ne pouvons pas, à 35 millions d'habitants, nous ne voulons plus être dirigés par quelqu'un qui est malade, qui est paralysé. Et c'est la rue là qui a créé l'instabilité au point d'amener les militaires à dire non, non, là il faut quand même que tu t'en ailles, et il a dû renoncer à son mandat. Voilà. On parle d'Abdelaziz Bouteflika, c'est bien sûr le personnage abordé par ce numéro de votre émission Patriotes d'Afrique. Nous sommes à présent à la question ultime, vous le savez, Abdelaziz Bouteflika mérite-t-il d'être hissé au rang de Patriote d'Afrique? Le verdict à présent avec nos spécialistes en plateau, professeur Kouliati.
Bien, écoutez, moi, je juge l'homme politique qui dirige un pays par le happy end, c'est-à-dire la fin heureuse. La fin heureuse, ce n'est pas la fin de l'individu, mais c'est surtout la fin de son pays. Où est-ce qu'il a mené le bateau algérien? Il a mené jusqu'à bout et à travers un happy end. Je suis de ceux qui ne croient pas que les anges descendront un jour du ciel pour gouverner. J'accepte les hommes politiques quelquefois avec leurs erreurs, leurs turpitudes. Mais ce n'est pas pour autant que je vais refuser un grand homme comme Abdelaziz Bouteflika d'entrer dans le cercle des patriotes africains. Et je l'inscris donc en lettres d'or au Panthéon des gloires africaines et c'est à son honneur. Professeur Sidiki. Moi, je nuancerais plutôt mon point de vue parce que là, je pense que tout homme politique, il y a des moments en toute lucidité, tu dois te dire, à cet instant-là, je n'ai plus grand chose à apporter à mon pays. Abdelaziz Bouteflika, à un moment donné, il aurait dû se dire ça. Parce que ces dernières années au pouvoir, là, ça a été en quelque sorte du gâchis pour l'Algérie. Et donc, au regard de cela, moi, je nuancerais, je ne dirais pas. Pour une frange importante des Algériens, sans doute, tu peux le considérer comme patriote. Bon, mais à mon niveau, là, donc je dis non, il faut plutôt nuancer cette position. Nuancer les choses. Voilà. D'accord. Eh bien, le verdict est prononcé. Vous qui nous suivez, vous avez aussi votre propre opinion et ce sera bien sûr sur ces mots que nous allons mettre fin à ce numéro de votre émission Patriote d'Afrique. Professeur Sidiki Traoré, enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizabo, merci d'être venu. Merci à vous. Professeur Boulkindi Prosper Koulidiati, également enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizabo, expert en diplomatie et en relations internationales. Merci aussi à vous d'être venu. Merci bien. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.